Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. L'émission qui vous amène Paris sur un plateau et tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, c'est Delphine Rémy-Boutan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la journée de la femme digitale qui se passe aujourd'hui, en ce moment même. Cofondatrice avec Catherine Barba. Vous êtes également chef d'entreprise. Vous avez créé The Social Bureau, une agence spécialisée dans le conseil stratégique digital des entreprises. C'était en 2011, une entreprise qui compte une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est sur une PME, un pied à Londres, un pied à Paris. On y reviendra. Justement, un mot quand même sur votre parcours. Vous êtes fait un petit peu toute seule, un vrai parcours d'autodidacte. Je redonne quelques dates. En 1991, vous vous faites embaucher par l'agence de communication Euro RSCG. Ça, c'est votre premier vrai boulot, si j'ose dire. 99, là commence une véritable aventure à Londres. Embauche chez IBM. En 2008, toujours chez IBM, vous deviendrez directrice social média, un nouveau métier qui continue de vous suivre. Donc, décembre 2011, la création de The Social Bureau. Et donc, c'était l'année dernière, le lancement de la première journée de la femme digitale avec Catherine Barba. Alors, comme c'est l'actualité, c'est véritablement aujourd'hui. C'est quoi cette journée de la femme digitale? Alors, la journée de la femme digitale, c'est... on a eu envie avec Catherine Barba, avec qui j'ai créé cet événement, de créer un événement autour des femmes et autour du numérique. Finalement, qu'est-ce que c'est la journée de la femme digitale? C'est l'histoire d'une rencontre entre deux entrepreneurs du web, Catherine et moi. On s'est rencontrés à plein d'événements, des événements liés autour du numérique, liés autour des femmes. Et on avait envie de faire que ces deux sujets qui nous passionnent, qu'on puisse le partager avec des femmes qui nous ont inspirés, des rôles modèles, parce qu'on en a tous besoin pour justement devenir entrepreneurs. Donc à qui ça s'adresse cette journée? Aux femmes, mais pas seulement, j'imagine. Ah mais oui, complètement. Non, on n'est pas sexiste. Ça s'adresse aux femmes et aux hommes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de comprendre comment est-ce que le digital est en train de basculer et bousculer notre vie pour le meilleur. Et le thème de cette année, c'est Change the Future. Et comment est-ce qu'on va utiliser le digital, nous les femmes, comme un vrai levier, comme une vraie opportunité pour avancer dans notre travail. Alors tout ça, c'est un cycle de conférences. Finalement, ce sont des conférences. Et vous, c'est vrai que vous êtes chef d'entreprise, mais vous dites c'est aussi pour les intrapreneurs et intrapreneuses. Ouais, c'est un sujet qui me tient très à cœur et aussi à Catherine d'ailleurs. On n'est pas entrepreneur, on le devient. Et puis il y a plein de façons d'être entrepreneur. On peut très bien intraprendre. C'est l'esprit d'entreprendre qui est important. Donc intraprendre, c'est-à-dire prendre des initiatives à l'intérieur d'une entreprise en fait. Prendre des initiatives à l'intérieur de grandes sociétés qui vont des projets qui vont faire bouger les lignes et qui vont aider à ce que ces grandes entreprises prennent le tournant et le virage du digital. Ce que vous avez fait finalement quand vous êtes devenue directrice sociale média chez IBM, c'était exactement ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai quitté Paris quand j'avais 26 ans. Je devais partir à Londres pour juste un stage d'été, 2 mois, parce que je parlais pas un mot d'anglais. Et finalement, j'y suis restée 14 ans. Et IBM m'a donné ma chance d'intraprendre et de monter des projets au sein d'une grande société. Alors, quelle est l'ambition de cette journée une fois que vous avez... C'est un partage finalement de savoir, des conseils, etc. Est-ce qu'il y a une autre ambition derrière? L'ambition, c'est vraiment de partager et de faire comprendre aux gens que le digital est en train de bousculer et de changer fondamentalement notre vie. Aujourd'hui, au Palais Brongniart, parce que c'est là où ça se passe, et c'est live à 14h, c'est un endroit d'abord symbolique, parce que jusqu'en 1967, il faut le savoir, les femmes y étaient interdites. Ah oui. Et c'était un endroit qui, en 86, est devenu l'endroit le plus connecté de Paris, avec des réseaux surdimensionnés. Et c'est pour ça que beaucoup de start-up, de pépinières, le Silicon Sentier et la cantine, se sont mis à graviter autour du Palais Brongniart. Donc quel meilleur endroit finalement pour parler de l'entrepreneuriat, du numérique et des femmes. Donc ça se passe aujourd'hui, véritablement la journée de la femme digitale. Vous disiez c'est en live, s'il est un peu trop tard pour se dépasser parce que de surcroît il fallait s'inscrire. Mais j'imagine que ça se reproduira la semaine prochaine. L'année prochaine, ouais. La première édition a eu lieu l'année dernière au 8 Valois. On a triplé de volume au Palais Brongniart avec plus de 600 personnes qui vont venir aujourd'hui. Il y a une vraie demande parce qu'il y a eu
énormément d'inscriptions, donc on n'a pas pu accueillir tout le monde encore une fois, mais grâce au digital, l'événement sera retransmis live et on pourra le voir effectivement de nos ordinateurs. Alors, les créatrices d'entreprises technologiques ne comptent que pour 10%, contre 30% pour tous les secteurs confondus. Alors, on se souvient que Fleur Pellerin, en fin d'année dernière, avait rouvert le débat en parlant notamment d'un certain sexisme latent, des formes de sexisme insidieuses dans ce milieu-là. Vous, vu votre expérience, est-ce que vous confirmez cette impression-là ? Ouais, je pense que le sexisme, il est partout, il est dans tous les secteurs. Alors bien sûr, il est dans le monde du numérique également. Mais justement, parce que le digital rebat les cartes, il y a une vraie opportunité. Pour nous, les femmes, de prendre cette opportunité comme quelque chose pour avancer, pour aller plus loin. Oui, effectivement, c'est un secteur qui est encore très masculin, mais il y a des sociétés qui changent. IBM a nommé sa CEO qui est une femme. Encore IBM. IBM, c'est vrai que m'a vraiment nourri et m'a appris à être ce que je suis aujourd'hui, une entrepreneur. Non, mais c'est peut-être aussi une entreprise, comme vous disiez, elle favorise l'intrapreneuriat, elle met les femmes en avant, donc c'est peut-être une entreprise aussi qui a compris cette richesse. Complètement. Et on a beaucoup à apprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir Jill Nelson qui vient des États-Unis, qui va venir nous parler du bonheur, le bonheur au travail, c'est possible. Et il y avait une phrase que quelqu'un avait dit, Nathalie Andrieux, la directrice générale adjointe de la Poste, qui sera là aussi, qui était une phrase qui m'avait beaucoup inspirée, qui était: les sociétés, en fait, elles ont été créées par les hommes et pour les hommes. Et finalement, les femmes, on s'y sent pas si bien. Et justement, avec le digital et grâce au digital, on va pouvoir recréer ces sociétés, les réinventer, se réinventer. Il y a la question du financement aussi. C'était un autre élément soulevé par la ministre en charge de l'économie numérique. Elle disait qu'il y a clairement finalement une corrélation entre la capacité des femmes à lever des fonds et le fait qu'elles s'adressent majoritairement à des financeurs masculins. Vous avez ressenti, vous, ça? Oui, c'est le parcours du combattant, ça c'est clair. D'ailleurs, il y aura un panel sur l'argent qui sera dirigé par Marion Moreau de French Web, qui viendra nous parler de comment est-ce qu'on lève des fonds, comment est-ce qu'on finance l'innovation en France, qu'est-ce que c'est qu'un business angel, comment est-ce qu'on fait pour que sa start-up devienne plus grande, comment on finance. Et ça, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent, on en a besoin pour grandir et pour innover. C'est vrai qu'on dit en plus que les femmes ont ont plus de difficultés que les hommes à trouver des financements, à avoir accès au crédit bancaire. Pourtant, les femmes ont envie d'entreprendre. Je reprends un chiffre. 70% des femmes considèrent l'entrepreneuriat comme un bon choix de carrière. C'est autant que les hommes. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, 6% des femmes pensent créer ou reprendre une entreprise contre 10% des hommes, un peu plus de 10% des hommes. Ouais. Finalement, on est aussi, on est nos propres victimes. Vous, d'ailleurs, vous êtes passé à l'acte assez tard, finalement, avec tout le respect que je vous dois, Delphine Rémy-Bouton, c'était la quarantaine passée. C'était la quarantaine. C'était la crise de mes 40 ans. Je me suis dit, moi aussi, il faut que je crée quelque chose pour moi. Il faut que j'ai mis en place la stratégie social media, qui c'était en 2006, c'était le tout début. Twitter venait de naître à Austin. Ça a été annoncé à South by Southwest. Personne n'y croyait. Twitter est en train de révolutionner la façon dont les médias, révolutionner la façon dont on travaille, la façon dont on communique. Et c'est passionnant. Ce qui se passe sur le web, c'est passionnant. C'est une évolution et c'est une révolution comme il n'y a jamais eu lieu. On sent que vous êtes passionnée en tant que femme. Vous êtes une femme connectée 24 heures sur 24. Vous ne savez pas arrêter, finalement. C'est ça aussi. C'est difficile d'arrêter. Mais je le prends vraiment comme un outil de travail et comme un outil justement pour se connecter, pour partager, pour échanger et pour faire des rencontres, des belles rencontres aussi. Alors, The Social Bureau, première particularité, vous êtes un pied à Paris, un pied à Londres. Ça, effectivement, on l'a vu, c'est par rapport à votre parcours. Donc, une agence spécialisée dans le conseil stratégique digital des entreprises, on imagine bien que beaucoup en ont besoin. Quels sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille avec Harley Davidson, par exemple. On travaille avec Croisière de France, on travaille avec Orange, qui est d'ailleurs un de nos partenaires pour la journée de la femme digitale. On travaille avec La Poste, on travaille avec des grandes sociétés en Angleterre aussi, comme LexisNexis.
comme IBM, donc des grandes sociétés qui veulent comprendre et qui veulent arriver à prendre ce virage du digital correctement. Qu'est-ce que vous leur apportez? Comment vous les aidez à intégrer cette notion de social media dans leur stratégie globale de communication? On les conseille, on les forme à utiliser ces nouveaux médias, ces nouvelles technologies pour mieux travailler, pour mieux collaborer, pour comprendre que d'une certaine façon l'intelligence collective, c'est grâce à tous ces nouveaux outils qui vont vraiment aider à mieux apprendre, à mieux connaître et à mieux travailler, à mieux manager, à mieux innover. Et c'est quoi, si on faisait un petit état des lieux début mars 2014, c'est quoi la grosse tendance, les nouvelles tendances dans le social media? La grande tendance finalement, c'est est-ce que les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui vont disparaître? Parce qu'ils vont faire partie de la vraie vie, ils vont être constamment en dehors finalement du web. C'est ça qui est passionnant, c'est que le digital devient de plus en plus quelque chose qui est dans la vraie vie. Si on prend l'exemple de Facebook, au tout début de Facebook, quand on disait de quelqu'un qu'il avait une page Facebook, on disait il n'a pas de vie sociale parce qu'il est tout le temps sur Facebook. Aujourd'hui, si on n'a pas de vie sociale, on a tout intérêt à pas être sur Facebook. C'est juste l'écho de la vraie vie. Il faut le prendre comme ça. C'est une vraie caisse de résonance. La vidéo, de plus en plus... Et la vidéo, absolument. C'est l'outil, c'est ce qui transforme le web. C'est fini le texte. C'est fini le texte. On est passé du blogging au micro-blogging et aux vidéos de 6 secondes avec Vine. Donc ça se transforme tout le temps. Mais oui, la vidéo, c'est le web d'aujourd'hui, le web de demain. C'est ça. Le réseau aujourd'hui à la pointe, pour vous, c'est Vine. Vine, oui. Qui a été créé par Jack Dorsey de Twitter. Vous êtes un pied à Londres, un pied à Paris. Est-ce que en France, vous avez l'impression qu'on est un petit peu en retard par rapport aux anglo-saxons? Il y a 18 mois d'écart entre ce qui se passe, en tout cas c'est la façon dont je le vois avec mes clients, entre ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis et en France. On a beaucoup de retard, mais en même temps, on le savait par rapport aux États-Unis, mais à Londres, on ne se doutait pas. C'est la même chose finalement. Comme il fonctionne à l'anglo-saxonne, c'est la même chose. Complètement. C'est complètement lié. On allume la télé, tous les journalistes ont leur Twitter ID. Ça fait partie intégrante de la vie, oui, complètement. C'est bien, ça fait du boulot pour vous à Paris. Delphine Rémy-Boutan, vous avez créé aussi The Bureau, donc qui est une émanation de The Social Bureau. La Digital Factory, c'est une agence web qui met la stratégie définie dans la partie conseil. Voilà, en fait, ensuite on est la Digital Factory. On va donner des conseils, on va créer des idées, des concepts, et ensuite il faut faire. Et donc The Bureau, c'est une société française, et The Social Bureau, c'est la société anglaise. Une dizaine de personnes, vous ne communiquez pas sur votre chiffre d'affaires, vous l'avez créé en 2011. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui et votre idée du développement? Mes ambitions, c'est de grandir, bien sûr, de grandir, de m'entourer de gens qui vont m'aider à grandir, de réfléchir à peut-être d'autres projets, pas forcément juste donner mes idées à d'autres, mais peut-être aussi créer quelque chose. J'ai envie de faire plein de choses. Et puis cette journée de la femme digitale, c'est quand même un énorme projet qu'on a monté avec Catherine Barba et qui nous prend beaucoup de notre temps, et on est passionné par ça, et on a envie aussi de donner l'envie d'entreprendre pour nous, pour nos enfants et pour tous les gens qui nous entourent. Et l'importance du réseau, c'est ce que vous rappelez aussi, le réseau physique et non plus celui complètement. Cette rencontre et ce rendez-vous, ce que vous disiez, partager finalement. Partager, oui. Vous faites partie de combien de réseaux? Je fais partie de l'association 100 000 entrepreneurs qui a été montée par Philippe Ayat. Je fais aussi partie de l'association pour les femmes dans les médias qu'a montée Françoise Laborde. Voilà, c'est à peu près... Oui, plus la journée de la femme digitale. Et la journée de la femme digitale, oui. Qui est presque un réseau en soi, effectivement. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Delphine Rémy-Boutan, quel est votre quartier préféré? Mon quartier préféré, c'est le mien, c'est avenue de Wagram. Voilà, donc dans les beaux quartiers. Une appli sur Paris? Une appli sur Paris, My Little Paris. My Little Paris. J'ai lu aussi que vous utilisiez beaucoup Uber. Oui, j'utilise beaucoup Uber et j'utilise aussi beaucoup le Cab, qui est une société française aussi, et c'est très agréable. Même si on est une businesswoman, qu'on vous ouvre la porte et qu'on ait un petit moment de détente et de boire de l'eau et de pouvoir connecter surtout son iPhone derrière quand on n'a jamais de batterie, parce que c'est le service tout le temps au téléphone. Effectivement, on sent la femme digitale derrière vous. Vous êtes plutôt gastro ou bistrot?
Je suis plutôt bistrot. Vous avez une petite adresse à nous conseiller? Alors, la première idée qui me vient, qui n'est pas du tout du coup un bistrot, mais je suis passée devant quand je suis venue en scooter pour justement pas être en retard et pour pouvoir repartir au Palais Brongniart pas en retard. C'est Monsieur Bleu. Et Monsieur Bleu, c'était un restaurant on a monté un dîner avec Géraldine Lemeur qui a fondé le web, et c'était le Digital Woman Night. Et c'était à Monsieur Bleu. Et c'était un très très bel endroit. Voilà, au Trocadéro. Oui. Et au Palais de Tokyo, exactement. Au Palais de Tokyo, exactement. Très bel endroit. On en a parlé il y a peu de temps. Vous êtes plutôt comédie musicale ou comédie française? J'adore les comédies musicales. Mary Poppins, quand j'étais à Londres avec mon fils, les comédies musicales, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas vu encore le film là qui est sorti cette semaine sur les dessous de Mary Poppins? C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui vous agace à Paris? Ce qui m'agace, c'est les embouteillages. Il n'y en a pas à Londres? Il y en a moins à Londres parce que les voitures sont interdites. C'est ça, il y a le péage. Oui. Donc du coup, c'est plus agréable. Oui. Et dernière question, qu'y a-t-il de l'autre côté du périph'? Qu'y a-t-il de l'autre côté du périph'? Plein de choses à découvrir. Merci beaucoup Delphine Rémy-Boutan, donc cofondatrice de la journée de la femme digitale. C'est aujourd'hui au Palais Brongniart, fondatrice de The Social Bureau. Merci beaucoup à vous. Allez, nous on poursuit notre petite balade dans Paris à la découverte de ces ateliers et de ces artisans qui font perdurer des savoir-faire toujours magiques à découvrir. Nous partons à la rencontre de la créatrice Sandra Clodion. Elle crée du mobilier en papier japonais, sièges, luminaires, objets. Reportage Alice Fenwick. Sandra Clodion était installée depuis 2006 comme tapissière quand en 2008, au salon Maison et Objets, elle tombe sur le papier japonais. C'est alors une révélation. J'ai eu un véritable coup de cœur, donc j'ai tout de suite eu l'idée et l'envie d'adapter ces bandes de papier qui me faisaient penser au sanglage du siège sur des chaises avant tout. Ce papier robuste est traditionnellement utilisé au Japon pour les emballages et peut supporter jusqu'à 100 kg. Autodidacte et avec la même rigueur que pour ses tapisseries, Sandra Clodion tisse d'abord ce papier. Mais très vite, elle profite aussi de sa souplesse. Je vais l'onduler, m'arrêter à un moment donné, je vais sculpter le papier. Dès que j'ai trouvé une forme, je m'arrête et ensuite je reprends le mouvement d'une autre manière à ma convenance suivant ce qui est le plus harmonieux. Une harmonie qui réside aussi dans l'échange avec son client, un échange qui nourrit l'inspiration de cette ancienne assistante sociale. C'est vrai que c'est assez précieux pour moi de construire une relation avec le client. C'est pas juste je réalise et je m'en vais. L'inspiration me vient pas immédiatement. Il faut que je regarde, j'observe, que je discute avec le client. Plus la créativité va être intéressante et plus je peux m'inspirer aussi de leur univers et de leur lieu, de leurs envies. Des lieux comme ce loft. Sandra Clodion a travaillé en collaboration avec un architecte pour créer une ambiance apaisante demandée par le client. Donc on est parti sur des chaises. Ensuite on a décliné sur un panneau décoratif pour dissimuler une vitre fumée. Des paravents, le lustre, des appliques. Des objets tissés à plat ou en volume, comme par exemple ce grand lustre en forme de barque et les 6 petites appliques qui ont coûté 10 000 € au propriétaire. Je m'imagine vraiment de créer des choses spectaculaires à chaque fois. Que l'objet veuille dire quelque chose, de créer une ambiance, une atmosphère, comme un spectacle finalement. Un esprit qui séduit aussi les maisons de luxe. Guerlain a dernièrement fait appel à son imagination pour ses magasins du Bon Marché et des Champs-Élysées. Des lustres tout en élégance sur le thème de 3 robes inversées. Je pense que l'avantage, c'est qu'on peut vraiment partir dans tous les sens. Dans tous les sens et faire des choses fabuleuses. Ça peut être pour le théâtre, des costumes, ça peut être pour des défilés de mode, donc des robes, des accessoires, donc des sacs, des chapeaux. La création est large avec ce papier japonais. Voilà, donc on peut vraiment se permettre beaucoup de choses. En attendant que ces idées prennent vie sur une scène de théâtre ou de défilé de mode, Sandra Clodion prépare pour le printemps 2014 une expo-vente dans une boutique d'ameublement parisienne.